Alors bonjour tout le monde. Je propose qu'on démarre, même si il manque une intervenante, Valérie-Jeanne Perrier du CELSA. Voilà, donc si elle arrive, elle nous rejoindra. Donc là, on est réunis ce matin pour questionner un petit peu l'intérêt que peuvent avoir les étudiants en journalisme pour l'actualité en général. Donc on va essayer de... non pas de répondre, je pense, catégoriquement à la question étudiant en journalisme, toujours aussi accro à l'actu, point d'interrogation. Je pense que la réponse sera probablement pas oui ou non, ça sera sans doute un peu plus nuancé. Mais voilà, l'idée, c'est un peu d'explorer cette question-là. Donc on est normalement 5 autour de cette table ronde, on est 4 pour l'instant. Donc je vais présenter les différents intervenants. Le principe, puisqu'il s'agit d'un atelier, si j'ai bien compris, le principe c'est que chacun ait quelques minutes pour s'exprimer sur le sujet. On a pu en discuter les uns avec les autres avant ce rendez-vous de ce matin. Donc à ma gauche, Maëva Dumas, donc, qui est étudiante à l'école de journalisme de Tours et qui vient du programme La chance pour la diversité. Donc peut-être ce sera l'occasion aussi d'en parler. À l'autre bout de la table, Dario Borgogno, donc, qui est étudiant en première année à l'école de journalisme de Lille, donc que je connais un petit peu. Et puis à sa droite, Cyril Petit, qui est journaliste, qui a occupé des responsabilités dans différentes rédactions. Et donc que Cyril nous rejoint aussi au titre de professionnel, en fait, et de recruteur à certains moments. Et donc cette question autour de l'actualité, évidemment, est un sujet qui préoccupe dans les rédactions. Donc moi, je m'appelle Corinne Van-Méris, je suis la directrice adjointe de l'ESJ Lille, et donc là, je modère cette table ronde. Et donc devait nous rejoindre Valérie-Jeanne Perrier pour le CELSA, et si jamais elle n'arrive pas, à ce moment-là, je pourrais éventuellement répondre à des questions sur globalement ce que mettent en place les écoles de journalisme par rapport à ça, si on a des questions là-dessus. Alors, avant de laisser chacun s'exprimer, moi, je voulais en fait commencer autour d'un petit peu la nuance par rapport à la question qui était posée dans l'atelier, et puis aussi de se dire que peut-être en préalable, ce qu'on va peut-être éviter, c'est le piège de l'idée, c'était mieux avant, ça se passait comme ça avant. Voilà. On va évidemment essayer de ne pas aller trop dans cette direction-là, même s'il y a bien sûr des évolutions qu'on peut en tenir compte. Le premier élément que j'ai envie de donner, c'est que l'actualité, c'est la matière première des journalistes, en fait. C'est un élément qui est quand même relativement incontournable, y compris puisqu'on a souvent la distinction entre l'actualité chaude, le suivi de l'actualité dans l'urgence, etc. Et puis éventuellement des étudiants ou des candidats aux écoles de journalisme qui évoquent plutôt leur souhait de travailler sur du long format, sur du temps long, sur du documentaire, sur du podcast, etc. Et donc quand on travaille autour de l'actualité, évidemment, on se dit que pour pouvoir alimenter ces beaux projets très ambitieux, d'autres types d'exercices journalistiques, évidemment, un suivi et une connaissance assez fine de l'actualité n'est pas complètement déconnecté, et voire à côté de la plaque. Donc ça, c'était le premier élément que j'avais en tête sur le sujet. Et ensuite, j'avais envie de vous raconter 2 anecdotes, alors qui ne veulent rien dire d'autre que 2 anecdotes, mais pour poser un petit peu le sujet. La première concerne un journaliste que vous connaissez sûrement de nom, qui s'appelle Patrick de Saint-Exupéry, qui était donc grand porteur au Figaro et qui a créé la Revue 21 et qui n'est plus à la Revue 21 aujourd'hui. Et donc Patrick de Saint-Exupéry venait à l'école, donc à l'ESJ, pour encadrer une session avec des étudiants il y a quelques années. Et donc, voilà, en tant que hôte, je l'appelle et je lui dis, si tu veux, je viens te chercher à la gare. Et puis là, il me répond, non, en fait, parce que moi, quand j'arrive dans une ville, en fait, j'ai acheté les journaux, et donc je m'installe dans un café, je lis les journaux, en fait. Donc, d'ailleurs, j'arriverai un peu en retard par rapport à l'heure que tu as fixée, parce que c'est une espèce de rituel pour moi, etc. Et là, j'ai compris qu'en fait, si j'insistais, ce que je n'ai pas fait, et il est effectivement arrivé un peu en retard, j'allais gâcher son plaisir. En fait, c'était son plaisir, c'était une espèce de rituel, quelque chose qui lui plaisait. Donc, en fait,
je raconte cette anecdote parce que j'aimerais, enfin, voilà, c'est la notion de plaisir en fait que je trouvais intéressante par rapport à ça. Et l'autre anecdote, et encore une fois, il n'est pas question de dire c'est mieux, c'est pas bien, etc. C'est vraiment 2 anecdotes. Elles concernent donc plutôt en interne à l'ESJ. Donc on avait à l'époque, il y a quelques années, et je vous expliquerai pourquoi ça n'est plus le cas aujourd'hui, on proposait à nos étudiants des questionnaires d'actualité régulièrement, tous les 15 jours, avec l'idée non pas de les piéger ou de les noter ou de mal les noter, mais plutôt de servir un peu d'aiguillon, c'est-à-dire se dire, ben voilà, quand on a un rendez-vous et qu'à un moment, voilà, on est un peu mobilisé, un peu motivé pour poursuivre l'actualité. Et un jour, et Charlotte qui est dans la salle s'en souvient certainement, j'ai eu une délégation d'étudiants dans mon bureau à peu près à la même période, et puis les étudiants sont venus me dire, il faudrait annuler le questionnaire d'actualité de demain matin. Alors, bon, pourquoi parce qu'en fait, là, on est en train de travailler sur le magazine, et effectivement, ils travaillaient beaucoup, et Dario qui est ici, qui vient de terminer le magazine de cette année, sait que dans ces périodes-là, c'est extrêmement dense, etc. En fait, on n'a pas eu le temps de réviser. Ils m'ont dit. Et donc là, j'ai été un peu surprise parce que je n'avais pas compris qu'en fait, les étudiants mettaient en place un système de révision, comme on révise un cours, etc. Et donc là, on a un peu réfléchi sur la formule en se disant, ce n'est pas une bonne formule, en fait, parce que, bien sûr, l'actualité, peut-être, on la suit pas aussi finement tous les jours, mais là, c'était devenu vraiment un exercice très scolaire, et peut-être que ce n'était pas du tout ce qu'on voulait renvoyer comme message, et on s'était dit à un moment, est-ce que c'est la bonne formule? Et donc on a changé la formule. Néanmoins, on a ce que j'ai tout à l'heure, donc l'actualité qui est la matière première de notre profession. Et puis on a aussi parfois des retours de rédaction en fait. Et puis peut-être que Cyril pourra s'exprimer là-dessus, mais de rédaction qui nous disent, écoute, cet étudiant, cette étudiante, ça va vraiment, il a les bases, etc. Mais c'est un petit peu juste au niveau de l'actu. Et donc, ça manque de fluidité un peu quand, sur certaines sessions, etc., à certains moments dans son parcours professionnel. Et donc, effectivement, c'est là qu'on revient vers les étudiants en disant, attention, ça peut être piégeux pour vous, quoi. Ça peut être piégeux. Alors, un dernier élément qui concerne plus la question du recrutement. Et là, peut-être que c'est donc nos 2 étudiants qui donc, viennent de rentrer, enfin, sont rentrés en M1, donc ont passé les concours l'année dernière, donc ils sont encore tout ça... et peut-être dans la salle d'autres étudiants. C'est vrai que pour passer les concours, pour passer les recrutements, il y a effectivement un gros travail qui se fait autour de la connaissance de l'actu, de fichage, etc. Et on ne peut pas exclure complètement qu'à la suite de ça, il y a une espèce de saturation, en fait, et qu'à un moment, effectivement, quand les étudiants arrivent pour leurs 2 années d'école de journalisme, il y a une espèce de... après... Le travail qui a été fait, et évidemment, les grands sujets d'actu, en général, ça ne s'arrête pas aux profs de l'école et ils sont toujours d'actualité. Donc, il y a des connaissances de base. Mais effectivement, et c'est peut-être une question qu'on peut se poser, le passage à ce rituel et ce plaisir d'étudier l'actu, c'est compliqué peut-être de le faire au moment du master à cause de ça. Et il y a d'autres choses qui émergent aussi dans les motivations des étudiants, et c'est pas forcément, et d'ailleurs on a souvent des candidats à l'oral de motivation qui nous disent, en fait moi c'est pas l'actu chaude qui m'intéresse, ce qui m'intéresse c'est plutôt de faire du long format, comme je vous disais d'ailleurs au début, ou bien de raconter des histoires, ou bien de donner la parole à ceux qui n'ont pas la parole dans la société française. L'éducation aux médias aussi, c'est un autre sujet de motivation des candidats, le journalisme de solution. Enfin voilà, il y a d'autres choses qui émergent que simplement cet amour ou cet intérêt pour l'actualité quand on veut devenir journaliste, en fait. Ça c'est évident. Alors après, il y a peut-être aussi un contexte plus général, c'est-à-dire que nos étudiants qui ont entre 20 et 25 ans font partie de cette génération de jeunes entre 20 et 25 ans, avec peut-être aussi, ils sont un peu victimes de ce qu'on appelle l'infobésité, c'est-à-dire beaucoup d'informations et beaucoup d'actualité qui est très anxiogène, en fait. Et ça, c'est vraiment dans les sondages, tous les baromètres qu'on lit, c'est quelque chose qui émerge. Et donc, il n'y a probablement pas de raison que même tout étudiant en journalisme qu'ils sont, ils ne soient pas non plus aussi en se posant des questions autour de
de ça, c'est-à-dire voilà, autour de la pandémie, l'urgence climatique, des étudiants qui aujourd'hui ont été confinés dans leurs études au moment de la pandémie. Donc c'est une génération peut-être qui, par rapport à ces sujets-là, a peut-être un autre regard sur l'actualité. Voilà ce que je voulais dire pour commencer. Et puis, voilà, on va faire circuler l'information, puis après, on pourra répondre aux questions si vous voulez. Alors, ce que je propose, peut-être que c'est... Maïva, vous pourriez commencer. Ensuite, peut-être Cyril, et puis Dario, comme ça, on alterne un petit peu les points de vue. Oui, oui. Un peu plus en détail que ce que j'ai dit. Du coup, je m'appelle Maïva Dumas. Comme ça a été dit, je suis en première année à l'école publique du journalisme de Tours. Et auparavant, donc l'année dernière, quand je préparais les concours, je faisais partie du programme La Chance. Et c'est vrai que, comme ça a été dit, quand on prépare les concours pour entrer en école de journalisme, le rythme est assez intense. Moi, étant à La Chance, on a vraiment un suivi, un accompagnement pour pouvoir traiter l'actualité, même l'enregistrer, parce que c'est vrai qu'il y a une masse d'informations qu'on doit pouvoir connaître pour participer au concours, mais aussi, j'en reparlerai peut-être un peu plus tard, mais même au sein de l'EPJT, on a justement des cours, des travaux qui nous permettent quand même de rester ancrés dans l'actualité, même si voilà, on a un rythme intense comme dans chaque école. Voilà. Oui, bonjour. Donc moi je suis Cyril Petit, donc j'ai dirigé la rédaction du Journal du Dimanche pendant quelques temps, journal que j'ai quitté il y a quelques mois. Je suis aussi secrétaire de l'association de gestion de l'école de journalisme de Lille. Voilà, comme ça la transparence est totale. Et j'ai participé à des oraux d'entrée dans les écoles de journalisme ces dernières années. L'année dernière à l'ESJ à Lille, et puis les années d'avant, j'étais allé pas mal aussi à l'IPJ Paris-Dauphine. Juste quelques petites remarques comme ça en passant qui pourront alimenter sans doute peut-être des questions et des débats, des choses que j'ai pu observer sans tomber évidemment, Corinne, comme tu l'as dit, dans le c'était mieux avant. Je ferai juste peut-être une petite différence quand même entre l'actualité et l'information. Je pense qu'il y a quand même une petite différence entre les deux, à savoir que l'actualité, de fait, elle s'impose à nous journalistes, et j'allais dire que c'est pas négociable. Tout journaliste, jeune ou vieux, il doit suivre l'actualité, j'allais dire au moins de loin. Mais voilà, il arrive parfois qu'on ait des discussions avec des journalistes où on se demande parfois sur quelle planète ils vivent, donc en étant hyper déconnecté de l'actualité factuelle. Et je parle bien de l'actualité factuelle, pas de l'actualité émotionnelle, pas de l'actualité militante et engagée, quelle qu'elle soit. C'est vraiment l'actualité factuelle. Et moi, ce qui m'a marqué ces derniers temps, c'est vraiment la confusion qui se fait entre l'actualité au sens l'information et le tout actu, le tout info. Je pense que Corinne le disait tout à l'heure, moi j'aime bien poser cette question aux oraux, alors qu'il y a une question forcément un peu limitative et un peu cliché. Je ne sais pas si Dario tu y as eu droit l'année dernière, mais c'était est-ce que vous voulez être journaliste pour raconter des histoires et ou votre histoire, 2 faire des grandes révélations, 3 changer le monde ou participer à changer le monde, 4 donner des informations. La réponse 4, alors encore une fois, tout est dans tout, hein, on peut donner des infos en racontant des histoires, mais la réponse 4 n'est pas celle qui vient spontanément, tout simplement parce que dès qu'on relance notamment le postulant sur la question de l'information, il va tout de suite faire une référence à BFM TV. Au tout info. Et donc le problème, c'est que l'information et l'actualité se résument parfois, souvent dans les esprits, à la curation d'informations. C'est-à-dire, il y a un truc que tout le monde sait, moi, jeune journaliste ou journaliste plus capé, je vais refaire la même chose que tout le monde. Et je pense que ça, c'est un sujet qu'il est important pour nous de saisir, c'est de montrer quand même que donner des informations, donner de l'information, c'est quand même la base de notre métier. Et idéalement, pas donner les mêmes informations que ceux qu'ont donné
tous les autres médias toute la journée, parce que ça, je comprends qu'à un moment, ça soit épuisant. Donc, je trouve qu'il y a un travail qu'on doit mener, nous, collectivement, formateurs, recruteurs, mais aussi jeunes journalistes et moins jeunes, sur cette valeur de l'info. C'est-à-dire que voilà, ce qui fera que notre métier il continuera. Demain, on sera remplacé par l'IA pour faire de la curation d'infos. Ça, c'est pas un sujet. En revanche, si on est le premier à donner une info, et ben c'est ça qui assure notre avenir. Et il n'y a pas de petite info. Ça aussi, c'est un truc important qui m'a marqué, c'est qu'il n'y a pas de petite info. Et donc, j'en terminerai là pour cette première partie. On a lancé cette année à l'ESJ un petit exercice en début d'année qui me tient assez à cœur parce que, et Dario donnera peut-être son point de vue là-dessus. C'est-à-dire que donc le premier jour, ou en tout cas la première semaine, on a invité tous les étudiants. Donc le challenge, c'était celui-là. C'était, vous avez une demi-journée pour me rapporter une information. Évidemment, cette information, il ne faut pas aller la chercher dans la Voix du Nord. Parce que la Voix du Nord, ils l'ont déjà sorti, cette information. Il ne faut pas aller la chercher sur Internet. Parce que, par définition, cette information, quand je vais vérifier si vous apportez une information, si je la trouve en 5 minutes sur Internet, je considérerais que ce n'est pas une information. Donc, comment on fait ? On va faire un truc tout simple, c'est qu'on va parler à des gens. On va aussi un peu lever le nez. Quand tu disais tout à l'heure que Patrick de Saint-Exupéry a cette habitude-là, moi j'essaie d'avoir cette habitude, alors j'y arrive pas toujours, mais par exemple quand je fais la route de la gare de Lille à l'ESJ, je lève les yeux. Et puis je lis les panneaux des chantiers. Et puis je lis ce qu'il y a collé sur les fenêtres. Et puis et c'est comme ça qu'on trouve des informations. Ou en tout cas c'est comme ça qu'on trouve le truc que le lecteur, le téléspectateur ou l'auditeur n'a pas encore lu, vu, entendu. C'est ça qui donnera la valeur de notre métier. Donc l'exercice c'était, vous allez appeler un de vos proches. D'aucuns ont appelé leur grand-mère, d'autres ont appelé leur tante, des troisièmes ont appelé leur petite amie. Et donc, au fil de la discussion, l'objectif c'était en effet de construire une information. Donc ça peut être de ma grand-mère ce matin, elle était au supermarché et elle a voulu acheter des œufs, il n'y en avait plus. Et c'était au tout début où il y avait une petite pénurie d'œufs qui commençait. Comme ça, on peut commencer à monter le fil. Tu vas demander ensuite à ta grand-mère. Alors, en fait, le vrai exercice, je voulais enfermer les étudiants dans une pièce avec seulement des téléphones fixes. Pour des raisons pour des raisons pratiques, ça n'a pas marché. Et donc, de fil en aiguille, on a pas loin de 80 étudiants. Qui ont ramené des informations. Alors ça va de McDo va accélérer sa politique zéro déchet dans tel ou tel, zéro plastique dans tel ou tel magasin parce que j'ai un contact qui m'a dit alors on était à la phase brute de l'info, hein. Elle méritait toute évidemment d'être vérifiée et sans doute que la moitié n'était pas publiable, en passant par dans tel ou tel village ils vont installer, je sais plus ce que c'était, un food truck pendant une semaine. Voilà. Alors, c'est pas l'info qui va faire tomber la République ou qui va changer le monde, mais potentiellement, c'est une info qui va intéresser les gens. Donc voilà, donc cet exercice-là, moi j'ai trouvé, et après en débriefant avec les étudiants, c'était très intéressant parce que j'ai l'impression, et je vais te laisser la parole Dario, ils se sont rendus compte que c'était pas si compliqué que ça de commencer à trouver des choses qui ressemblent à des infos. Voilà, je me suis un tout petit peu éloigné de l'actu, mais je trouve que voilà, c'est important et notre salut, il passera par les infos. Alors parfois, une info, ça met 8 mois parce que c'est de l'investigation, c'est de l'enquête, etc. Et je trouve que le tout info d'un côté et le décryptage de l'autre, c'est-à-dire qu'on a été un peu mangé par le décryptage, qui est indispensable, surtout au moment où il va falloir de plus en plus vérifier les infos, etc., etc. Mais je pense que voilà, il faut parfois, en tout cas, à la base, essayer de revenir à l'info. Et je vous donnerai une autre anecdote peut-être tout à l'heure. Pardon, j'ai été long. Bon, non, c'est pas grave. Merci Dario. Bonjour, je suis Dario Borgogno. Du coup, je suis un étudiant en première année de master à l'ESJ Lille. Du coup, pour revenir un peu sur tout ce qui a été abordé précédemment, c'est vrai que, par exemple, ce que disait Corinne, c'est vrai que quand on arrive en école de journalisme, on est un peu un burn-out d'actualité, d'information, parce qu'on passe 1 an, voire même 2 ans, à
travailler l'actualité sans arrêt. Moi, par exemple, je me rappelle qu'avant l'oral de l'ESJ, j'apprenais encore tous les noms de petits partis de pays dont on ne m'a jamais parlé parce que je me suis dit, il y a des élections là-bas. On ne m'a jamais posé de questions là-dessus. Mais en vrai, il y a tellement une angoisse sur un peu sur quoi on va nous interroger qu'on apprend tellement de choses qu'en vrai, il y a un peu ce contexte d'info-obésité que disait Corinne, ce qui fait qu'en fait, on passe les vacances d'été à ne plus trop regarder l'actualité et après, il faut s'y remettre. Et je trouve qu'on s'y remet quand même un peu à travers nos journées à l'école, puisqu'en gros, on doit faire d'informations à peu près tous les jours et on apprend comment aussi à la faire, à la traiter, etc. Puis en plus, par exemple, par rapport à Saint-Exupéry, Patrick de Saint-Exupéry qui a son petit rituel, je dirais que les élèves aussi ont des petits rituels chaque matin. Par exemple, nous à l'école, c'est souvent fréquent de voir des étudiants qui prennent la Voie du Nord pour lire, pour être au courant de ce qui se passe au niveau de la ville. Et enfin, c'est un truc qui est très répandu dans notre promotion. Par rapport aussi à tout ce qui vient d'être abordé avec Cyril sur l'actualité, l'information, la différence par rapport à ça, et notamment à cet exercice de début d'année sur la posture journalistique. En vrai, moi, je nuancerais un petit peu en disant que c'était quand même assez aussi compliqué de lancer dans le grand bain, mais en même temps, c'est ce qu'il faut, pour trouver aussi une information et en fait comprendre ce que c'est une information aussi. Parce que pour beaucoup, par exemple pour moi, c'était pas un exercice très évident et moi, j'avais eu beaucoup de mal à trouver une information. Et là, ce que dit Cyril, c'est très intéressant parce que je pense qu'il y avait plein de choses que moi-même, je jugeais pas assez intéressant, alors qu'en vrai, effectivement, il n'y a pas de grande ou petite information. Tout peut être une information, après à voir si ça mérite un traitement médiatique. Et par exemple, c'est vrai que l'anecdote du McDo, c'était quand même, ça avait marqué tout le monde, c'était quand même un gros scoop à l'époque. Et c'est vrai que ça montrait à quel point, en fait, même si on est encore que étudiant, débutant, on arrivait quand même à faire de l'information, on arrivait quand même à trouver des choses, en fait, juste en regardant autour de nous et en fait en nous interrogeant aussi sur les personnes qui nous entourent et aussi en ne fermant pas les portes à n'importe quoi et à pas vouloir effectivement dès le premier jour vouloir faire tomber la République comme certains, peut-être dont moi, avaient voulu le faire directement. Du coup, en soi, c'est ça qui est, je pense, aussi très important. Je sais pas si toi, Corinne, tu veux rebondir aussi là-dessus ou... En fait, moi, j'avais envie de vous poser deux questions donc, à tous les deux. La première, on a évoqué ce rituel d'information. Donc, est-ce que vous en avez un ou pas? Ou est-ce qu'il est variable? Enfin, voilà. Et la deuxième question, c'est éventuellement ce qui vous a donné envie d'être journaliste, en fait. Parce que quand on reçoit beaucoup de candidats qui veulent entrer dans les écoles de journalisme, il y a souvent un moment, quelque chose qui a déclenché ça. Et c'est quand même souvent autour de l'info et des parents, des grands-parents, enfin voilà, des journaux qui traînent sur la table de la cuisine ou le rituel du 20h avec ses parents, etc. Il y a souvent quand même quelque chose qui, à un moment, a déclenché cette envie. Donc voilà, j'ai ces deux questions à poser. Votre rituel et ce qui vous a amené à vouloir entrer dans une école de journalisme? Alors moi, c'est pas forcément très original. La motivation que j'avais pour devenir journaliste, en fait, tout simplement, c'était partager l'information. C'est venu très tôt chez moi, j'avais 7-8 ans. Quand j'étais petite, dans mon école, j'avais créé un journal où j'allais interviewer les cantinières, ma maîtresse, pour apporter des informations totalement basiques, mais c'était vraiment le partager à mes camarades. Et du coup, c'est resté. Et je pense que pour le coup, pour la plupart des étudiants en école de journalisme, c'est quand même une motivation qui est partagée. Et après, concernant le rituel, moi, je l'ai eu d'autant plus en préparant les concours. Donc, c'était vraiment une discipline. Le matin, écouter la radio. Dès que c'est possible dans la journée, lire de la presse écrite, écouter des podcasts. Le soir, moi, c'était aussi mon rituel, regarder le 20h, soit de France 2 ou de TF1. Donc c'était un rythme assez intense, mais qu'on essaye de conserver. Après, il y avait aussi justement, alors moi j'étais à la chance, donc on avait chaque semaine des quiz pour suivre l'actualité, donc qui était assez poussé et précis, mais pour le coup c'était vraiment une aide précieuse, si jamais on avait raté des informations. Et à l'EPJT, pour le coup aussi, avec la charge de travail qu'on a, donc comme c'est dans le cas d'autres écoles, c'est compliqué de suivre l'actualité. Mais nous, on a par exemple un cours qui s'appelle les rattrapages de l'actu,
Donc chaque semaine, une partie de la classe va traiter les informations de la semaine et va les résumer par catégorie, donc France, international, sur un site internet qu'on a. Pour justement partager, des étudiants d'ailleurs qui préparent, enfin des personnes qui préparent les concours utilisent ce site parce que c'est vraiment un résumé de l'actualité, c'est un résumé condensé et pour nous-mêmes ça nous permet de garder cette discipline de suivi et même on le partage aussi sur les réseaux sociaux parce que justement d'autres personnes s'informent directement sur les réseaux sociaux, donc c'est vrai que le suivi de l'actualité peut être compliqué avec la charge de travail, mais à l'EPJT comme dans d'autres écoles, il y a quand même cette volonté, je pense, d'aider les élèves à toujours garder un suivi de l'actualité. Voilà. Du coup, moi, de mon côté, niveau motivation de pourquoi j'ai voulu devenir journaliste, c'est aussi quelque chose qui s'est fait sur le long terme. Depuis que j'étais petit, je m'amusais déjà à faire aussi des journaux, à aussi faire un peu le journaliste en herbe dès que j'étais petit. Et c'est quelque chose qui s'est, on va dire, qui a continué à avancer dans mon projet, pédagogique au niveau du lycée. J'étais membre du journal de mon collège et très rapidement aussi, je me suis un peu dirigé vers le journalisme politique. Enfin, disons que l'actualité politique, très rapidement, c'est ce qui m'a passionné. Et j'ai un peu misé tout mon parcours là-dessus en me disant je veux être journaliste et j'y arriverai, j'espère, pour aussi traiter de la politique. Et je pense que c'est un peu essentiel aussi le journalisme politique, entre parenthèses, notamment parce que vraiment, avec l'abstention qui bat un peu ses records, etc., je trouve qu'il y a vraiment une grosse utilité à ce niveau-là. Et c'est pour ça aussi que j'ai voulu faire ça. Pour revenir aussi, je précise que moi, mon rituel, en vrai, je l'ai un peu imposé moi-même parce que j'ai fait aucune préparation. J'ai préparé les concours tout seul dans mon coin, on va dire. Du coup, je me suis un peu imposé des rythmes de suivi d'actualité l'année en préparant les concours. C'est-à-dire que de passer à regarder, on va dire, de temps en temps les JT, je faisais vraiment les JT quasiment tous les soirs. Je lisais aussi chaque jour soit Le Monde, soit Libération, soit Le Figaro. C'est-à-dire que j'alternais chaque jour un journal différent pour avoir une opinion aussi différente. Parce que bon, ils sont un peu aux opposés, certaines lignes éditrices, les trois journaux que je viens de citer. Voilà. Et là, actuellement, mon rythme en école de journalisme niveau rituel, déjà je me lève le matin, la première chose que je fais c'est je lis Playbook, vraiment je suis encore dans mon lit, la newsletter de Politico, parce que c'est quand même un bon résumé de toute l'actualité politique. Ça peut être bateau, mais du coup j'allume quand même une matinale, souvent France Inter, faut bien l'avouer. Ensuite, sincèrement, en vrai, comme les rythmes de l'école sont très denses, on a beaucoup moins le temps de lire les longs papiers, etc. Et c'est un peu quelque chose aussi qu'on peut regretter. Enfin, moi que je regrette parce que je réalise que je dois faire un peu des sacrifices quand je dois choisir un papier à lire. Parce qu'avant, pendant l'année de préparation, on lit des papiers, que ce soit économie, sport, culture, un peu de tout. Et là, c'est vrai que moi, je vais me focaliser avant tout sur des papiers un peu politiques. Et c'est un peu ce que je remarque aussi parmi mes camarades, c'est-à-dire que ceux qui sont intéressés par le sport vont lire beaucoup plus de papiers sur le sport que par exemple sur l'économie. Et inversement, ceux qui sont intéressés par l'économie vont un peu oublier le sport, la culture, etc. Du coup, en vrai, je fais ça. Et le soir, évidemment, quand on rentre des cours, je fais un peu le doublé, c'est-à-dire je regarde la première partie de C'est à vous et après, j'enchaîne sur un JT, soit sur France 2, soit sur TF1, pour regarder ça. Et puis, ça m'arrive aussi d'être souvent, quand j'ai un peu de temps, en vrai, sur BFM ou LCI, pour regarder aussi un peu l'information en continu. Voilà, au niveau de mes rituels. Et est-ce que vous avez le sentiment, tous les deux, peut-être d'autres personnes dans la salle, donc parmi vos amis, des gens de votre âge, mais qui ne sont pas forcément étudiants en journalisme, qu'il y a une petite défiance par rapport à cette actualité ou un désintérêt ou est-ce que ça vous... Enfin, en tout cas, dans les sondages, c'est indiqué, et les baromètres, mais est-ce que vous le ressentez aussi dans vos entourages respectifs Oui. Pour le coup, là, j'ai directement pensé à mes amis qui ont mon âge, qui ne sont pas journalistes. C'est vrai que leur suivi de l'actualité ne va pas être... l'actualité ne va pas être traitée en profondeur, donc ça va rester... ça va pas se limiter au titre, hein, mais quasiment. Et puis aussi, vu que une grande majorité de jeunes aussi s'informent sur les réseaux sociaux, à ce moment-là, c'est regarder une vidéo sur une thématique d'actualité, mais qui n'est pas forcément traitée journalistiquement. Et donc, le suivi peut être parfois compliqué et pas vraiment
Enfin, assez vague en fait. Pour le coup, il n'y a vraiment pas une recherche, une appétence pour l'actualité. Et vous-même, vous avez une chaîne, oui. Une chaîne YouTube de décryptage de l'actualité. Oui, c'est ça. Oui, Elle s'adresse à ce public. Oui, c'est mon objectif. Et même, je suis aussi sur les réseaux sociaux parce qu'il faut pouvoir parler aux plus jeunes qui vraiment s'informent sur les réseaux sociaux. Alors, je le fais modestement, mais parce que c'est quelque chose que j'ai pu observer pour le coup autour de moi. Et ça, c'est vraiment pour moi quelque chose sur lequel il faut miser. Même nous, en tant que futurs journalistes, pour le coup, maîtriser les réseaux sociaux, avoir les codes. Parce que sinon, je veux dire, une information peut être facilement... Ah oui, totalement. Voilà. Oui, pour le coup, oui. Voilà. Je rebondis justement sur le côté amis qui sont pas du monde journalistique, parce qu'en vrai c'est vrai que là on est un peu entre nous aussi, c'est-à-dire que dans l'école, on va pas se mentir, on est un peu dans une bulle, c'est-à-dire on est entre soi, on va dire, c'est-à-dire des étudiants journalistes qui du coup sont quand même là parce qu'il y a quand même un intérêt pour l'actualité, l'information. Et c'est vrai que quand on retrouve, on va dire, ses amis qui sont pas du tout du monde journalistique, c'est vrai que des fois il y a un peu un choc où par exemple c'est vrai qu'on remarque que même si peut-être on n'est pas autant accro à l'info qu'avant, les étudiants journalistes, les jeunes peut-être en général sont beaucoup moins addicts à l'information et ne suivent pas trop. Et par exemple c'était assez... je trouve présent notamment durant la dernière élection présidentielle où la plupart des jeunes n'en avaient rien à faire, on va dire, des propositions ou des choses comme ça, et regarder de loin ou seulement les résumés par exemple d'Hugo Décrypte sur les réseaux sociaux, etc. Je veux dire, il y a une nouvelle façon aussi pour toute la population, et je parle pas non plus que des jeunes en vrai, parce qu'on pointe souvent les jeunes, mais en vrai c'est pas non plus que les jeunes, c'est aussi les plus âgés, on va pas se mentir, qui on va dire se fixent aussi, au moins cette impétence aussi de l'information, de l'actualité, et vont chercher, on va dire, la facilité d'accès à l'information, que ça passe par les réseaux sociaux, qui peut conduire aussi du coup un peu aux fake news, etc. Tout ce qui a pu déjà être abordé assez souvent. Et c'est vrai que c'est important aussi de continuer à ce décryptage d'actualité dont tu parlais, Maëva, parce que je trouve que c'est essentiel. Et c'est vrai qu'actuellement, il n'y a pas une défiance, je dirais, Corinne, niveau entourage, mais c'est-à-dire qu'il y a un moins grand intérêt, et c'est vrai que c'est peut-être pour nous un peu incompréhensible. Enfin, moi j'ai un peu du mal à pas comprendre, et c'est peut-être parce que je suis aussi coincé dans cette bulle des écoles de journalisme, etc., qui fait que on est entre nous. Mais c'est vrai qu'il y a un peu un désintérêt, on reste un peu loin de tout ça. Enfin voilà, pour ceux qui font pas partie d'école, bien sûr. Oui. Sur ce sujet-là ? Oui. Allez-y. Oui, il y a un micro qui peut circuler. Est-ce que, au-delà de parler justement de désintérêt, il n'y a pas aussi une question de prix de l'information ? Parce qu'on a vu que justement, si Hugo Décrypte aujourd'hui, tout le monde le cite comme vraiment la référence, notamment parmi un public, on va dire, moins initié, c'est bien qu'il y a quelque chose qui s'est passé et que les jeunes se sont tournés vers le plus accessible, gratuit, sur Instagram. Est-ce que c'est pas simplement ça, en fait, plutôt ? Enfin, l'argent, quoi. L'argent peut-être, mais je dirais aussi le plus rapide. Parce qu'en soi, Hugo Décrypte, tout ce qui se passe un peu niveau, par exemple, actu, TikTok, etc., c'est quelque chose de plus rapide. Et ça, il faut aussi je pense le constater, c'est qu'on a moins de... Comment dire d'attention, c'est-à-dire qu'on va facilement se tourner vers autre chose, et c'est aussi remarquable au niveau du traitement de l'actualité. On va facilement passer à la prochaine polémique, à la prochaine information essentielle, etc. Et je dis pas que c'est non plus mauvais, mais il faut aussi le constater. Et Hugo Décrypte, c'est aussi, on va dire, certes il a fait des longs formats, je veux dire ses interviews sur YouTube ça cartonne, mais on va dire ses slides sur Instagram, ça se lit très facilement et très accessiblement. Alors c'est vrai qu'effectivement tout le monde ne peut pas se payer l'abonnement au Monde, comme par exemple les étudiants journalistes, ça c'est sûr. Mais en soi, je sais que par exemple dans les universités, il y a plusieurs tarifs qui sont faits avec certains médias pour accéder justement à cette information, je crois Mediapart et d'autres. Mais c'est vrai que c'est, on va dire, la recherche aussi de quelque chose de plus rapide. Et je trouve que ce qui prouve un peu ce que je dis là, c'est aussi par exemple que tous les grands journaux, Le Monde notamment, qui me vient en tête, ont vachement investi aussi dans TikTok et les réseaux sociaux pour justement capter cette audimat-là, du plus rapide, plus facile aussi à comprendre des fois. Pour le coup, je suis assez d'accord. Et bien sûr, la question du prix est à prendre en compte. Mais c'est aussi vraiment la question du format, en fait. Je pense que peut-être notre génération n'a pas été forcément habituée à suivre, en général, je parle, mais à suivre l'actualité à travers la radio ou même peut-être la presse écrite que les générations précédentes.
Et donc ça aussi, je pense que ça joue, parce qu'au final, même je regarde, moi, quand j'étais au lycée, à l'université, avant d'entrer en école, dans les bibliothèques, je veux dire, les journaux sont à disposition, mais les élèves n'ont pas forcément enfin, on ne voit pas beaucoup d'élèves forcément lire des journaux. Donc il y a aussi, je pense, cette question du format qui est déterminante dans le suivi de l'actualité, pour le coup. Mais voilà, peut-être que c'est une question générationnelle, au final. Bonjour, moi du coup c'est Clara Duchesne, je suis étudiante en première année comme Maëva à l'EPJT. Moi, pour apporter un élément de réponse à la question que tu posais, Dario, et pour revenir sur ce que disaient Cyril et aussi Corinne, moi l'actualité me pose un vrai problème en fait. Moi j'ai beaucoup de mal et je me reconnais beaucoup dans la confusion dont vous faisiez part tout à l'heure, parce que je trouve que... et par rapport à ce que disait Corinne, d'ailleurs, nous, étudiants en journalisme, nous ne sommes pas exclus de l'infobésité. Et enfin, perso, c'est vraiment là-dedans que je me noie, en fait, vraiment. Et qui fait que j'abandonne, en fait, l'actualité. Moi, l'actualité, je la suis quand je dois la suivre. Effectivement, Maëva, tu parlais de discipline. Dario, pareil, tu parlais de rituel. Moi, ce qui me faisait écho quand même dans les mots que vous avez employés, c'est le manque de plaisir dont parlait aussi Corinne. Personnellement, justement, c'est vraiment ce qui me manque, c'est de trouver le plaisir que j'ai à voir de l'actualité. Donc en fait, moi, voilà, je m'informe avec des sujets qui me touchent émotionnellement, qui viennent me parler parce que j'ai vécu des choses, parce que ça fait écho à ce que j'aime en fait. Mais l'information, donc au titre de l'info en continu ou de même France Info, donc j'essaye d'écouter France Info tous les matins. Enfin, j'écoute, mais c'est pas du plaisir en fait. C'est voilà, la radio est à côté de moi et voilà, et au même titre que mon papa ou des personnes de mon entourage qui peuvent être beaucoup plus âgées, plus jeunes. Je pense qu'on n'est pas là dans un débat générationnel, mais plus dans quelque chose de sociétal et où en fait l'actualité pose problème dans ce trop plein en fait. Voilà. Bonjour, Xavier Eutrope de la revue des médias de l'INA. J'ai écouté avec grand intérêt tout ce que vous avez dit. Et moi, j'ai une question concernant un segment en particulier qui est la politique. J'ai l'impression qu'on croule sous l'info au niveau de la politique. Et les infos, c'est des éléments de langage, des petites phrases, des petits scoops qui sont absolument en rien importants sur la compréhension des politiques publiques et la structuration des pensées. Et en fait, je pense que c'est notamment pour ça qu'on se désintéresse de la politique. C'est qu'on ne comprend pas la colonne vertébrale des programmes. Moi, je me souviens de la campagne présidentielle l'année dernière. Je suis incapable de redonner un quelconque élément de programme parce qu'on ne s'est pas du tout intéressé à ça. C'est une vraie problématique, mais 2017, c'était pareil. Et en fait, moi, je me demande s'il ne faudrait pas justement ralentir un peu l'info et le goût de l'info. Et moi, je suis tout à fait d'accord pour dire... Enfin, moi, je pense que c'est bien d'être un peu dégoûté de l'actualité, de ralentir, et d'aller au fond des sujets, parce qu'on en a trop besoin en fait. Et je pense que c'est en politique, donc sur les sujets politiques, c'est extrêmement important. Excusez-moi, je vais juste rajouter du coup une toute petite chose, que à mon sens, pour apporter un élément de solution, je pense que dans ce que disait Cyril Petit, les formateurs, les professeurs en école de journalisme, il y a aussi peut-être quelque chose à faire dans justement reconsidérer ce qu'est l'info et peut-être, je ne sais pas, ouvrir des espaces de discussion même avec les étudiants et ne pas être constamment dans ce truc de se sentir obligé d'être à l'affût de l'actualité. Voilà. Juste, je voulais réagir là-dessus et rebondir. Je ne sais pas si vous avez vu, étudié avec attention les résultats du sondage La Via Voice pour les assises, qui touche donc la population globale. La deuxième raison pour laquelle les sondés disent avoir perdu le goût de s'informer ces dernières années, la première étant parce que l'information est trop anxiogène, la deuxième c'est parce que les journalistes se répètent. Je pense que ça c'est vraiment le cœur de notre sujet. Et les étudiants en journalisme, paradoxalement, sont encore plus touchés par ça. Dario l'a dit, parce que pour beaucoup, tous ceux qui ont passé les concours des écoles, ils ont fait des cauchemars d'information, d'actualité plutôt, parce qu'il a fallu en effet ingurgiter tout un tas de trucs dont certains sont pas très utiles.
Mais c'est indispensable de tester quand même que les étudiants s'intéressent à l'information. Et donc, les étudiants en journalisme, ils sont encore plus exposés à ça parce que j'imagine que vous, comme moi, vous n'êtes pas des citoyens lambda vis-à-vis de l'info, donc vous êtes abonné au push de France Info, du Figaro, du Monde, de Libération. Donc à chaque fois que vous recevez une info, vous la recevez 30 fois. Alors les vrais gens, entre guillemets, ils la reçoivent pas 30 fois parce qu'ils sont pas abonnés à tout ça. Mais donc nous, on est encore plus exposés à ce risque de burn-out, à ce risque de répétition de l'info. Et donc ça rebondit tout à fait sur ce qui vient d'être dit et notamment sur ce que Xavier disait sur le fait que voilà, la petite info politique pas très intéressante, elle va tourner en boucle toute la journée et donc elle peut créer une sorte de comment dirais-je de dégoût aussi pour les journalistes. Donc je pense que le sujet c'est vraiment celui-là. Je crois que le mot de la curation qui parfois est aussi imposée à certains jeunes journalistes qui débutent dans les rédactions. Où voilà, combien de fois on entend non, moi je veux pas aller bâtonner de la dépêche. En fait, le truc le plus important et intéressant pour s'informer, sans doute, ça serait de lire le fil AFP tous les jours. Moi, je vois plein et là, il y a un vrai effet générationnel, c'est-à-dire que moi, je vois pardon, Corinne, je fais juste là un tout petit peu c'était différent, je pense que c'était mieux avant, mais moi, j'ai plein de journalistes de ma rédac qui passaient leur journée sur le fil de l'AFP. Donc voilà, et là ils avaient les infos factuelles, brutes, et après ils en faisaient soit du décryptage, soit autre chose. Et pour retrouver le goût de l'actu, moi je pense que ça passera d'abord, comme j'ai dit tout à l'heure, par le goût de l'info. Et je fais peut-être juste une petite parenthèse, je vais vous reparler du téléphone 2 secondes. Moi, ce que je constate, c'est qu'on a perdu collectivement la faculté de se parler. Aussi parce que pour des raisons utilitaristes, quand on appelle quelqu'un, on n'appelle pas quelqu'un pour foncièrement discuter, sentir le pouls de quelque chose ou avoir des informations. On va principalement appeler quelqu'un pour avoir une citation dans un papier. Et ça fait partie aussi parfois de notre problème. Or, je remarque, pour plein de raisons sans doute bonnes, sans doute liées au Covid, sans doute liées à l'effet générationnel, etc., que beaucoup de jeunes journalistes ont peur de téléphoner. Ont peur de téléphoner aux gens. Et donc on envoie des textos, on envoie des WhatsApp. Ah, t'as contacté machin ? Oui, je lui ai fait un mail. Je lui ai fait un mail pour lui poser la question dérangeante parce que je voudrais pas m'excuser de lui demander pardon. Bon, alors vous savez que jamais il va répondre à votre mail, ça c'est sûr, puisqu'en plus vous avez posé la question dérangeante. Et donc je pense que ça, on retrouvera le goût de l'info. C'est un peu en décalage par rapport à l'actu, mais on retrouvera le goût de l'info en s'intéressant aux gens, en parlant aux gens. Et pas seulement pour leur tirer encore une fois une citation. Ça, je le répète souvent aux étudiants à l'ESJ en ce moment, ou sur un projet qu'on fait où on essaie de caler des interviews avec des journalistes dans le cadre du centenaire de l'ESJ notamment. Et voilà, et t'as appelé machin, non, je lui ai fait un texto. T'as rappelé machin, non, je lui ai fait un texto. Et donc je pense que ça c'est un vrai sujet aussi. Pour retrouver le goût de l'info, il faut qu'on retrouve le goût du contact avec les gens. Et oui, et alors après c'est intimidant, parce qu'en plus, se faire traiter de journalope, se faire insulter, se faire raccrocher au nez, tout ça c'est compliqué quand on commence. Mais voilà, je crois que le goût de l'actu repassera par le goût de l'info en fait. Et Cyril, puisque tu as la parole, est-ce que quand tu étais au JDD ou dans d'autres médias, est-ce que toi, tu as eu l'impression à un moment que c'était problématique pour les jeunes journalistes, pas forcément des étudiants, mais pour les jeunes journalistes, qui avaient un manque quand même, quand vous demandiez un sujet sur tel ou tel sujet, qu'il y avait un manque de culture générale d'actualité, ou est-ce que c'est pas... Non, moi, j'ai pas senti ce manque de culture générale d'actualité, mais j'ai senti ce manque de goût de l'info. Ce manque de goût d'aller chercher quelque chose que les lecteurs n'ont pas. Alors c'est parce qu'au JDD, on avait aussi cette exigence-là. Et en gros, tout ce qui était déjà sorti ailleurs n'avait plus de valeur. Et donc voilà, ce qui nous sauvera tous collectivement, c'est d'aller faire des choses que les machines ne pourront pas faire. Donc soit du décryptage très, très poussé, très intelligent, soit du fact-checking, soit, moi je crois beaucoup au fait qu'on sera les seuls à être capables de donner des infos nouvelles.
Mais donc non, j'ai pas ressenti ce fossé dans la compréhension de l'information, de l'actualité, pardon. Okay. Vous vouliez intervenir ? Oui. Bonjour, je suis aussi étudiante en journalisme et je voulais rebondir sur ce dont on parlait tout à l'heure, notamment sur la politique. Je pense que peut-être on est en train de toucher du doigt un sujet intéressant, ce qui est la question de la hiérarchie de l'information. Et moi, je me suis rendu compte d'une chose quand je préparais les concours l'année dernière, c'était l'élection présidentielle, qu'en fait, à un moment donné, des infos comme... Enfin, justement, pas forcément des infos, mais des petites phrases, des petites punchlines, Marine Le Pen a dit ci, Emmanuel Macron a dit ça, étaient pour moi des événements importants. C'est-à-dire que quand je voyais le push sur mon téléphone, je me disais, putain, c'est un truc de dingue, il est en train de se passer un truc, etc. Et en fait, en parlant à des gens qui ne s'intéressent pas nécessairement au journalisme, je me suis rendu compte que c'était pas du tout le cas. Et donc moi, ma question, c'est est-ce que aussi une forme d'entre-soi, justement dans les écoles, on crée un cercle d'amitié lié au journalisme, potentiellement ça devient, c'est notre quotidien. Est-ce que cet entre-soi-là, il n'est pas quelque part un petit peu mortifère dans la construction de notre hiérarchie de l'information, avec justement un rapport à l'info qui modifie complètement et une forme d'éloignement avec ce que vivent les gens et l'intérêt des gens. Parce que si on revient sur les petites phrases, moi je vois que dans mon entourage non journaliste ou des gens qui ne s'intéressent pas à ça, c'est à 1000 lieues de leurs préoccupations et de leur intérêt. Donc est-ce qu'il n'y a pas une réflexion aussi à pousser là-dessus pour revenir à peut-être une hiérarchie de l'information plus pertinente ? Voilà. Juste, je rebondis sur ce qui a été dit. Pour le coup, je suis totalement d'accord. Au final, est-ce que nous, les étudiants ou même les journalistes, est-ce qu'on est encore accro à l'actualité ? Par définition, on doit toujours l'être un peu. Après, bien sûr, pas non plus tomber dans l'obsession malsaine et voilà. Mais c'est vrai que aussi la question qui se pose, c'est que nous, justement, on a ce goût de l'actualité. On a ce goût d'aller chercher l'information. C'est un peu notre mission première. Je pense que l'autre mission qu'on doit avoir, c'est de transmettre ce goût de l'actualité, parce que je veux dire, ce que je suis en train de dire, c'est pas une révélation, mais on l'observe autour de nous. Les gens en général perdent cette appétence, surtout notamment en politique. En fait, on a l'impression qu'on peut parler de politique avec des jeunes, voilà. Il y a une déconnexion totale dans le sens où en fait ils ne se sentent pas représentés, ils ne comprennent pas forcément ce qui se passe. C'est vraiment un monde à part, alors qu'au contraire, en tant que citoyen, c'est nécessaire de comprendre ce qui se passe dans son pays au niveau de la sphère politique. Et vraiment, je pense que la mission première, nous en tant qu'étudiants, mais voilà, les journalistes, c'est de redonner goût à l'information et pas simplement se cantonner à délivrer des informations par petites brides. Je pense aux réseaux sociaux. Il faut pouvoir, même sur les réseaux sociaux, creuser l'information, trouver la formulation pour donner envie aux gens de s'intéresser à une information, pas rester juste se cantonner au titre. Je pense que vraiment, pour le coup, c'est la mission première. Et je rebondis aussi un petit peu par rapport au plaisir qui a été abordé. C'est vrai que c'est réel, il y a un manque de plaisir qui s'installe un peu, par exemple chez certains camarades. Et c'est pour ça aussi que je disais que certains, vont se concentrer sur les papiers qui les intéressent. Et c'est vrai que par exemple, moi je prends énormément de plaisir en me réveillant à lire Playbook, à lire des papiers très longs. Par exemple, là je sais que c'est nommé pour un prix, le Off Chronique d'une dérive politique, que je trouve est un excellent papier. En soi, moi, je prends énormément de plaisir. Mais par exemple, c'est vrai que, par exemple, lire un papier sport, moi, ça m'embête, mais je vais quand même le faire. Et c'est vrai qu'il y a un peu cette question de savoir est-ce que les jeunes journalistes sont encore aussi, on va dire, aussi généralistes. C'est-à-dire qu'on va peut-être, avec ce dégoût de l'information que tu as pu aborder, l'info-obésité, on va peut-être s'intéresser aux choses qui nous intéressent et peut-être que ça biaise aussi nos interprétations. Et par rapport à tout ce qui a été abordé niveau hiérarchie des idées politiques, des informations politiques, on va dire les petites phrases qu'on retient, c'est vrai qu'en réalité, on a beau dire que c'est un peu superficiel, etc., mais il ne faut pas se mentir, c'est quand même ce que les gens retiennent. Et en vrai, c'est peut-être parce que nous, on le montre peut-être trop, on le met trop en avant, et la question, ça serait aussi de savoir peut-être qu'on peut utiliser ces petites phrases autrement, c'est-à-dire qu'on peut le faire en phase d'accroche, on va dire,
Et effectivement, faire des papiers, des sujets télé ou radio beaucoup plus longs, beaucoup plus dans le décryptage, et qui reviennent, par exemple, je prends l'exemple des élections présidentielles, une petite phrase qui est prononcée dans le cadre de la campagne peut être l'ouverture, on va dire, à une explication plus pointue d'un point de programme d'un candidat. Ce qui peut-être a été, je ne veux pas du tout critiquer ou quoi que ce soit, mais peut-être manquant dans les dernières. À voir. C'est peut-être aussi renouveler ça à ce niveau-là, et c'est vrai que ça se fait aussi, je pense, dans les écoles. On va dire peut-être aussi travailler ces choses-là, et c'est important, on va dire, mais en soi, je ne serais pas non plus si négatif que ça, enfin je nuancerai un petit peu, c'est que ces petites phrases, les gens, c'est vrai que ça les intéresse plus, mais c'est quand même quelque chose qu'ils vont regarder et qu'ils vont retenir quand même. Enfin moi, c'est ce que j'ai pu remarquer dans mon entourage qui s'en fiche un peu du journalisme, mais c'est quand même ce qu'ils retiennent, je trouve, enfin personnellement. Et vous avez évoqué la question de l'entre-soi, elle est plus large que l'actualité, c'est-à-dire ça c'est une autre problématique pour la profession, mais effectivement, à essayer de comprendre ce que les gens qui ne sont pas dans notre microcosme ont envie, c'est extrêmement important. C'est vrai que l'actualité est une manière de pouvoir réfléchir à cette question-là qui est plus large, quoi, hein. C'est une vraie question. Je crois que vous avez le micro. Ouais. Oui, c'est ça. Parce que effectivement, j'avais une question. Je suis aussi étudiant en école de journalisme à l'Institut français de presse. Et donc, je me retrouve, pareil, à l'image de mes camarades, assez dans ce que vous avez pu décrire. Parce que avant de passer les concours, les années précédentes, j'ai toujours eu une appétence pour l'information et je prenais vraiment plaisir à la consommer. Et c'était parce que aussi, c'était pas dans un cadre de concours, il n'y avait pas d'enjeu, pas de pression. Et donc, c'était 100% du plaisir. Pendant la préparation, l'année de prépa et les concours, c'était une discipline et ingurgiter une masse de connaissances stratosphériques. Vraiment, je pense qu'on est tous passés par là pour en arriver où on est. Et je me retrouve dans cette situation où, étant en école, j'ai pas perdu le goût de l'info parce que on est toujours intéressé de savoir ce qui se passe et c'est une matière qu'on manipule constamment. Donc c'est pas perdre le goût, mais vraiment ce plaisir, j'arrive plus à le retrouver. J'ai l'impression qu'il m'a été retiré par cette infobésité. C'est un peu écuré et j'ai beau le chercher, je le retrouve pas. Et donc ma question, ce serait justement vous, en tant que responsable d'une école, quelles initiatives vous pensez pouvoir mettre en place pour essayer de redonner un peu ce plaisir que j'avoue, j'essaie de retrouver, mais j'ai du mal. Ça revient petit à petit, mais c'est encore compliqué. Alors, je n'ai pas de réponse comme ça toute faite. Effectivement, je vous évoquais la question des questionnaires d'actualité, par exemple, qu'on a arrêté. C'est-à-dire, c'était un exercice qui était hyper scolaire et qui renvoyait probablement, effectivement, et bien, on ne l'avait pas anticipé, à tout ce qu'avaient vécu les candidats pendant qu'ils étudiaient. Donc, effectivement, peut-être que dans le cadre d'une préparation au concours des écoles de journalisme, ça s'entend et il faut accompagner les candidats parce que c'est peut-être pas complètement inné d'avoir un suivi hyper fin de l'actualité. Peut-être qu'une fois qu'on est dans l'école, il vaut mieux travailler sur des exercices qui sont un peu différents. Donc celui qu'a décrit Cyril, par exemple, en début d'année, c'est une forme d'exercice par rapport à ça, c'est-à-dire aller chercher des informations différemment. C'est une chose. Moi, j'insiste souvent beaucoup quand même sur la notion du plaisir et de l'intérêt, c'est-à-dire que effectivement, un journaliste, surtout quand on est un étudiant dans une école, on ne sait pas toujours dans quel secteur on va aller, on est en train de construire son projet professionnel, donc on est obligé d'avoir quand même une vision assez large des choses parce qu'on va devoir peut-être saisir des opportunités qui ne correspondent pas exactement à ce qu'on voulait faire au départ, etc. Donc il faut que ce soit assez large. Néanmoins, on a quand même tous des centres d'intérêt particuliers, des expertises aussi. Les étudiants ont parfois, parce qu'ils connaissent une région du monde, parce qu'ils connaissent bien un sport, parce qu'ils ont une expertise. Moi, je trouve que ça, c'est un bon levier, en fait. C'est-à-dire, pour retrouver justement ce plaisir et cet intérêt, à partir du moment où on n'est plus obligé, effectivement, de bachoter parce qu'il n'y a pas cet enjeu-là, peut-être que retrouver le plaisir, c'est de se dire, à un moment, un peu ce qu'a décrit Dario tout à l'heure, c'est-à-dire, alors je ne suis pas en train de lui dire qu'il ne doit plus du tout lire les articles de sport, mais si la politique le passionne, why not, quoi, et du coup, aller plus loin, avoir une veille, lire des longs formats, visionner des choses, enfin voilà, creuser ça, parce qu'au départ, c'est un intérêt. Peut-être que ça peut redonner un peu cette envie, c'est-à-dire peut-être se donner une forme de liberté, en fait, se dire
voilà, je m'accorde cette liberté que j'ai pas pu m'accorder quand je passais les concours. Puis après, il y a des questions de stratégie aussi, c'est-à-dire vous allez faire un stage à un moment dans le cadre de votre cursus. Là, il faudra revenir à quelque chose d'un petit peu plus rigoureux, c'est-à-dire on peut pas imaginer que vous arriviez dans un média en stage et que vous ne connaissiez pas ce média, que vous ne l'ayez pas un peu lu, que vous n'ayez pas écouté, etc. C'est-à-dire qu'à un moment, vous allez travailler avec des confrères, des consoeurs qui ont déjà fait des choses avant que vous arriviez dans leur rédaction. Il faut que vous ayez cette connaissance-là aussi. Et donc peut-être que vous allez découvrir des choses, en fait, parce que vous allez être un peu obligé au départ de lire tel ou tel type de PQR parce que vous allez y passer l'été. Ce n'était pas forcément votre région d'origine, donc vous n'aviez aucun intérêt à lire ce média-là auparavant, et vous allez peut-être découvrir des choses. Et ça peut aussi être une autre manière d'y retrouver de l'intérêt, puisque l'intérêt, ça va être de vous mettre à niveau, entre guillemets, avec vos futurs collègues, par exemple. Ça peut être une autre manière de... Voilà, et puis c'est vraiment c'est vraiment extrêmement bien vu d'arriver dans une rédac et de savoir un peu de quoi on parle et qu'est-ce qui se trame dans cette rédac, plutôt que d'arriver en sachant rien du tout, quoi. C'est stratégiquement, voilà. Donc bon, voilà, c'est comme ça, mais vraiment un brûle pour point, de petits exemples, mais je ne sais pas si d'autres... Ouais, moi j'ai juste une petite réflexion qui m'est venue parce qu'on parlait des préparations au concours, etc. Et c'est vraiment une question très ouverte que je vais poser. Mais est-ce que la multiplication des prépas aux écoles de journalisme, où en fait l'actualité devient un exercice scolaire intensif pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, possiblement, ça conduit pas aussi à un certain dégoût de l'information? Et cette multiplication de prépa journalistes aux écoles de journalistes, comme elles sont nombreuses, forcément, il y a beaucoup plus d'étudiants qui viennent de ces prépas. Et est-ce qu'au final, ça inclut pas aussi cette image que peut-être que ces personnes qui ont fait des prépas très intenses, et c'est franchement aussi bénéfique parce qu'ils peuvent faire des stages, des expériences que personnellement, on vit pas du tout quand on fait aucune préparation, que ce soit pour la chance ou des choses qui ont été faites par les écoles. Est-ce que ça conduit pas aussi à un certain peut-être dégoût de l'information aussi, parce qu'en fait ils ont vécu l'actualité, l'information pendant 3-2 ans comme en fait avant tout quelque chose de scolaire, on va dire, et d'en faire un peu des bêtes de concours qui puissent répondre à tout, etc. Et au final, quand ils ont une école, ils se retrouvent, ils ont plus tous ces rituels, on va dire, d'actualité, alors que par exemple, si je prends mon cas personnel, moi j'avais mon rythme personnel, j'avais, on va dire, mes fiches que je faisais quand je voulais, je faisais toujours au minimum 1 heure à 2 heures d'information, mais c'était mon plaisir. Et quand j'avais pas envie de traiter quelque chose, je le faisais pas forcément aussi intensivement que forcément dans une prépa. Et du coup, c'est aussi une question que là, je viens de me poser en écoutant un peu ce qui vient de être dit. C'est est-ce que, par exemple, au final, cette question toujours aussi incroyable l'info, c'est pas non plus, on va dire, un peu prépa journaliste qui force un peu le trait de tout savoir un peu tout le temps sur l'actualité. Enfin voilà, après, c'est une question ouverte. Voilà. Simplement, juste répondre 30 secondes à cette question, parce que pour le coup, moi, je suis passée par la case prépa, donc la prépa à la chance. Et au final, en fait, je sais même pas si c'est un problème de prépa, dans le sens où, comme ça, tu l'as dit, dans tous les cas, on est confronté à une discipline intense de suivi de l'actualité. Et en fait, au contraire, en tout cas, moi, pour la chance, parce que voilà, je l'ai vécu, ça m'a plus aidé à justement structurer ma façon de suivre l'actualité que de me mettre un rythme, nocif, malsain. Au contraire, vraiment, ça m'a plutôt aidé à avoir une bonne discipline. Après, le rythme reste intense, mais même toi, voilà, tu as pu te l'appliquer par toi-même. Je sais pas, voilà, je pense pas qu'en vrai que ce soit un problème de prépa, même si bien sûr il y a cette demande, mais voilà, qu'on peut s'appliquer soi-même. Donc, sur ça, voilà. Je pense qu'il y a sans doute une réflexion à mener sur la façon dont on interroge les connaissances d'actualité des postulants journalistes. En revanche, ça serait une erreur majeure de considérer que la maîtrise de l'actualité n'est pas un prérequis pour être journaliste, au même titre que la maîtrise du français. Donc voilà, je pense qu'il ne faut pas tomber dans le panneau non plus de dire non, c'est pas très important l'actu quand on veut être journaliste. En revanche, il y a sans doute des moyens de réfléchir à la façon dont on teste ça, mais je crois que les écoles ont beaucoup bougé là-dessus. Moi, j'ai passé les concours il y a 20 ans, et c'était 3 heures enfermées dans une pièce avec 200 questions d'actu en mode QCM. Je crois que ça n'existe
plus trop aujourd'hui ce genre de pratique. Donc voilà, mais ne tombons pas dans le piège de dire on s'en fout de l'actu quand on veut être journaliste. Je caricature. Et deuxième... C'est d'ailleurs une petite difficulté, puisqu'on a effectivement basculé pour la plupart d'entre nous nos recrutements sur dossier. Et donc cette fameuse épreuve que Cyril vient de décrire, qui était extrêmement anxiogène, et qui était quand même une espèce de couperet assez évident, on n'a pas retrouvé, enfin je ne vais pas parler pour toutes les écoles, en plus j'ai des confrères et des consoeurs dans la salle qui peuvent peut-être compléter ou s'exprimer là-dessus, mais on n'a pas en tout cas pour nous retrouvé une manière de tester au niveau de l'admissibilité les connaissances sur l'actualité, suffisamment en fait. On n'a pas encore trouvé de formule sans revenir à la situation décrite auparavant, que pour plein de raisons, et notamment parce qu'elle était extrêmement anxiogène, on n'est pas du tout sur l'idée de revenir là-dessus, mais on n'a pas encore trouvé la bonne formule quand même, parce qu'effectivement, on ne peut pas se voiler la face, je le disais au début en introduction, c'est la matière première de ce métier, donc on ne peut pas faire comme si ça n'était pas le cas, quoi. Je ne sais pas si vous voulez intervenir, Pascal, ou bien si tu... Oui, c'est ça, c'est enregistré. Okay. Ouais, moi, je dirige l'école de journalisme de Paris-Dauphine, donc je rejoins ce qui a été dit ici, en fait. En fait, il y a un grand malentendu, quoi, parce qu'aujourd'hui, nous, on a tous constaté le même truc dans les écoles. Nous aussi, on avait le QCM, alors les étudiants très brillants qui tamponnent le truc à 80% et qui se font un 2/20 au premier test d'actualité au mois de septembre. Donc déjà, nous, on avait bien identifié qu'il y avait cet effet de préparation, et que c'était dans nos modalités de sélection, mais que déjà, au moment des épreuves écrites, ce qu'on constate ici, il y avait cet effet de préparation. Pour autant, ce qui est dit, c'est très juste. L'actualité, c'est notre moteur, quoi. Comme une bonne maîtrise de la langue française, voilà, c'est notre moteur. Et s'il y avait des médiateurs, ils nous expliqueraient que souvent, les publics, ils écrivent aux médiateurs pour tester les journalistes et la langue française, etc., etc. Donc je pense que tout ça, c'est un enjeu qu'on a sur cette réflexion, mais qu'il y a sans doute une autre approche à avoir sur cette préparation et dans le dialogue aussi que les écoles doivent avoir, parce que ce qui nous intéresse pas, c'est pas une connaissance encyclopédique, mais en revanche un candidat qui nous dit moi je suis passionné par telle zone, on a envie de savoir si c'est vrai, et qu'à ce moment-là, au moins il nous démontre que si c'est, je ne sais pas, le Mexique ou si c'est la gastronomie, que sais-je, peu importe le sujet, de montrer qu'il a un véritable intérêt pour ça. Et ça, on n'a pas encore trouvé la forme totalement optimale sur ce sujet, parce qu'il reste un peu vraiment cet héritage de ce qu'étaient les modes de concours antérieurs. Et pour autant, ce qu'on discute ici, c'est quand même vraiment le fond de l'axe de la formation, quoi. Voilà. Puis après, on pourrait se poser la question, nous-mêmes, enseignants en journalisme, d'une certaine fatigue informationnelle qu'on peut avoir comme le reste de la population, quoi. Mais je pense que c'est des sujets qui sont très intéressants et qu'il faut aussi qu'on mette en jeu dans un dialogue avec nos étudiants actuels, un peu sur qu'est-ce qui pourrait être vraiment optimal, en fait, en termes, parce que faut pas se leurrer. Si vraiment, faut pas qu'il y ait une erreur, pas se leurrer par rapport à ce qu'on va trouver dans les écoles, parce que les écoles, c'est un petit peu cette espèce de, vase clos où on a le privilège d'enseigner le journalisme tel qu'il devrait être, avec beaucoup de valeurs, etc., etc. Mais très vite derrière, il y a la réalité de ce que sont les entreprises, de ce qu'elles vont demander. Et c'est pas tout de suite qu'on va partir sur des grands formats longs, sur tout un tas de choses comme ça, qui sont aussi évidemment des formes d'expression journalistique très intéressantes et très motivantes, mais il va bien y avoir un moment où on va dire voilà, tu es là et donc tu dois être dans ça. Donc c'est vraiment l'enjeu qu'on discute ici est très important pour les écoles et dans la réflexion évidemment, quoi. On est vraiment dans une période de transition sur les compétences. Enfin, on va continuer à en parler, mais on voit bien que le monde est en train de changer et qu'effectivement tout ça nous interroge globalement. On est encore en train de recruter sur des modèles qui sont un peu des modèles d'un mode ancien. Puis on voit arriver tout un tas de trucs, des technologies, etc. Mais ça doit nous interroger aussi, bien sûr, sur nos futures modalités de recrutement. Voilà. Puisque tu m'avais donné la parole comme on fait quand on veut un étudiant, que tu m'avais traité de cette façon, je l'ai prise. Ok. Du coup, moi, peut-être que je pourrais rebondir justement sur cette question de préparation pendant les concours, parce que j'ai vécu en fait les deux manières. C'est-à-dire que la première année, j'ai passé les concours, c'était encore ce fameux questionnaire de, je sais plus, une centaine de questions enfin, ça dépendait des écoles, mais notamment à l'ESJ, je me souviens. Et l'année d'après, Covid, donc comment on fait? Donc il y avait encore le CELSA, je crois, c'est la dernière épreuve, et après
après, tout le monde confinement. Comment on fait? Bon, donc il y a eu l'instauration de ces fameux dossiers. Et donc, pour avoir vécu les deux façons de faire, c'est vrai que cette façon avec un questionnaire assez généraliste et avec des questions parfois très très pointues quand même. Moi je sais que par exemple la première année, si j'ai pas eu les concours, c'est uniquement parce que j'ai eu 4 au questionnaire d'actualité, on va pas se mentir, et pourtant aujourd'hui je suis diplômée. Alors est-ce que ça fait de moi une mauvaise journaliste? Je ne sais pas, il faudra demander aux rédacteurs en chef qui m'ont vu passer, mais en tout cas oui, en fait le curseur est compliqué à placer, parce que oui, de fait, quand on est journaliste, il faut s'intéresser à l'info, et même si on n'aime pas le sport, même si on n'aime pas l'économie, qu'on n'a pas beaucoup de notions d'économie, c'est important quand même d'avoir des bases générales pour pouvoir traiter toutes sortes d'informations, notamment quand on veut travailler en information générale, qu'on ne veut pas se spécialiser. Mais on ne peut pas être une encyclopédie sur tous les sujets, sur tous les domaines, et donc voilà, comment placer le curseur, j'avoue, j'ai pas la réponse, mais c'est vrai que c'est important de réfléchir à ça pour la préparation, et ça pourra notamment éviter tout ce qu'on a évoqué précédemment, c'est-à-dire une fatigue informationnelle de la part des étudiants quand ils arrivent en école. Voilà, c'est tout ce que je voulais ajouter. Là, et puis après monsieur derrière. Moi, je voulais juste rebondir, du coup, pour faire part de mon expérience. Moi, j'ai fait partie de la promo de l'année dernière de la prépa égalité des chances. Et pour le coup, l'avantage de la prépa EDC, c'est qu'on est une petite promo, on était 25. Et je trouve que, voilà, on apprend, on a bien conscience qu'il faut suivre l'actualité, mais je trouve que c'est vraiment de manière bienveillante. On nous dit, voilà, en quoi ça nous servira. Et en plus, avec la prépa égalité des chances, on a quand même un suivi. On nous dit, on est beaucoup entraîné pour les oraux, notamment, parce que depuis 2 ans, je crois, il y a ce système de dossier pour être admissible. Et donc, voilà, ce qu'on veut mettre en valeur, c'est notre personnalité, notre projet professionnel, en quoi, nous, le journalisme, ça nous fait vibrer, qu'est-ce qu'on veut transmettre. Et donc, je crois que pour rebondir un petit peu à ce qui a été dit avant, ouais, une porte de sortie dans tout ça, ça peut être en fait de continuer ce suivi, ce truc qu'on nous dit, démarquez-vous à l'oral. Peut-être que ça peut être une des clés, ça peut être en fait en école de continuer à approfondir ce truc-là, d'avoir un projet qui nous appartient à nous, et donc d'approfondir ce domaine d'expertise qu'on peut avoir, ou ce domaine, enfin ce centre d'intérêt pour lequel le journalisme nous fait vibrer. Voilà, je pense que ça peut être... Et nous, notre défi, quand on reçoit des candidats, c'est justement de voir que ce domaine d'expertise ou cet intérêt qui est affiché est réel. C'est un peu, pour rebondir un peu sur ce que disait Pascal tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en fait, que c'est pas juste une déclaration d'intention ou voilà... Pour faire joli dans l'entretien, c'est que réellement derrière, il y a des choses qui ont été mises en place, il y a de réelles connaissances, etc. Et donc, en fait, effectivement, c'est pas grave si on ne peut pas répondre sur certains sujets d'actualité, c'est pas grave. Si le sujet qu'on affiche comme étant son domaine d'expertise, d'intérêt, etc., celui-là, on l'a bien exploré, on est capable de répondre, etc., nous, ça nous convient très très bien. Effectivement, on ne demande pas... voilà, il faut une connaissance minimum, évidemment, sur certains sujets qui sont incontournables, mais c'est sûr que c'est peut-être effectivement une piste de réflexion quoi, pour des recrutements un peu différents. Oui, bonjour. Didier Falcan, moi je suis éditeur des Clés de la Presse, mais surtout j'ai 35 ans de carte de presse, donc je dirais c'était pas mieux avant. Il y avait déjà, de toute façon, des journalistes que j'ai connus il y a 30 ans, qui ne s'intéressaient pas à l'actualité. Bon, ça m'a toujours posé question, interrogation. C'est le cas aujourd'hui, mais je rebondis sur ce que vous dites. Vous dites, soyez, vous les jeunes, soyez passionnés, soyez curieux. Le métier de journaliste, on ne vous demande pas de tout connaître dans tous les domaines, c'est évident, sauf pour passer les concours qui déjà à l'époque étaient comme ça. Mais on ne vous demande pas ça dans une rédaction. Dans une rédaction, on vous demande d'être curieux, d'avoir de l'ouverture d'esprit, de vous intéresser aux autres. Cyril disait, allez voir les gens, prenez votre téléphone, arrêtez de bosser que par texto et par mail. Effectivement, on n'obtient pas d'informations comme ça. C'est en rencontrant des gens qu'on peut trouver de l'information. Et effectivement, comment se démarquer ?
Alors l'infobésité, c'est énorme. Si vous êtes moutonnier comme bon nombre de journalistes, il faut bien le reconnaître, ça ne fonctionne pas. Il faut que vous compreniez qu'il faut apporter quelque chose de nouveau. Alors, ne pas connaître tout son secteur, c'est évident, mais avoir des bases quand même en matière d'économie. Comment comprendre la société, comment fonctionne une entreprise. Ça, c'est des choses de base. Et puis après, faites confiance aussi à vos rédactions. Vous parliez de hiérarchie de l'information. La rédaction en chef est là pour ça. Moi, ça fait longtemps que je suis rédacteur en chef. Je suis là pour aussi aider les jeunes journalistes pour qu'ils comprennent qu'est-ce qu'on met en avant, comment on s'adresse à nos lecteurs, si c'est nous, Clé de la Presse, ou si c'est d'autres rédactions, Journal du Dimanche, Cyril Petit, etc. Je veux dire, il faut aussi que les rédactions en chef, et pas simplement les écoles de journalisme, les rédactions accompagnent leurs journalistes. Mais bon, vous, jeunes journalistes, une fois que vous avez passé effectivement ces concours, retrouvez du plaisir dans certains secteurs. Si pour vous c'est de la politique, vous intéressez à la politique. Si pour d'autres c'est le sport, intéressez-vous au sport. Moi je rejoins totalement ce que vous disiez. Il faut au moins que dans votre domaine que vous aimez, vous soyez un peu connaître les choses. Et puis c'est tout. Puis après faites-vous confiance. Mais allez-y quoi, c'est un beau métier quand même. Mais soyez curieux et pas fonctionnaire comme un grand nombre de journalistes aujourd'hui. Je voudrais juste évoquer le fait... Jean-Marie Charon est un sociologue des médias et fait régulièrement des papiers sur le fait que de plus en plus de journalistes et de jeunes journalistes, de plus en plus jeunes, quittent le métier. Et un des trucs qui ressort souvent, c'est une espèce de burn-out, c'est-à-dire que face au travail et aux cadences élevées qui sont demandées, les jeunes arrêtent de plus en plus tôt. Moi, c'est quand même quelque chose qui m'inquiète parce qu'aujourd'hui... face à la frénésie sur les réseaux sociaux et ce genre de choses, on a de plus en plus de choses qui ressortent comme étant des infos et très rapidement il faut faire des papiers, enchaîner les papiers, faire de nouvelles réactions sur des tweets, sur des choses comme ça. Le nombre de jeunes journalistes qui vous expliquent à quel point ils sont fatigués parce qu'ils doivent faire 5 ou 6 papiers par jour sur des sujets qui peuvent parfois être un peu abscons. C'est une réalité aussi. Je pense qu'il faut aussi changer dans certaines rédactions. Le modèle économique de beaucoup de rédactions repose sur le fait de produire beaucoup de papier et donc de courir après plein d'infos. Quitte à pas créer des infos et inventer des choses, mais à faire d'épiphénomènes, de microphénomènes, des choses qui pourraient être intéressantes, mais qui ne le sont pas réellement. Donc je pense aussi qu'il faut avoir ça en tête, quoi. Voilà, parce que le nombre de gens autour de moi qui expriment leur fatigue et leur désarroi face à ce genre de choses, c'est assez important. Des journalistes, vous voulez dire? Bien sûr, oui. Je ne sais pas si on peut faire le lien avec effectivement les phénomènes décrits par Jean-Marie Charon. Si. Je suis désolé, je me permets je pense qu'il y a, quand vous écoutez certaines personnes qui travaillent dans les bureaux d'une grande radio nationale, anciennement périphérique, parfois il y a des espèces de phénomènes de burn-out à cause du fait qu'il faut toujours trouver des nouvelles choses à dire et de nouveaux articles à faire. Okay. Juste 3 petits points sur les concours. C'est vrai que ça, notamment, alors je parle de celui que j'ai pratiqué récemment, donc à l'ESJ, à l'oral, il y a une partie actualité. Comment dirais-je ? C'est une partie qui peut être éliminatoire, mais j'allais dire que elle est beaucoup moins importante que le reste. Évidemment que si on pose 5 questions d'actualité, dont 3 évidentes sur l'actualité des 3 derniers jours et qu'on n'a pas de réponse, bon, on va tordre un peu le nez. En revanche, la différence, elle se fait pas du tout sur ces questions-là. Et combien de fois, il nous arrive d'ailleurs de reconnaître dans le projet professionnel des qualités qu'on n'aurait évidemment pas pu voir dans le traitement de l'actu. Juste, je pense que l'enjeu de la formation et l'enjeu du journalisme, depuis tout à l'heure, on parle beaucoup de format, enfin un peu de format, de récit, d'enquête. Je pense que l'enjeu, c'est de réenchanter le cours. Et ça, on le voit dans les oraux. C'est-à-dire que beaucoup de jeunes journalistes veulent faire du long, veulent faire du récit, veulent faire de l'enquête, veulent faire de l'investigation. Tout ça parce que le cours est résumé en
pardon, je me répète, mais là aussi, ça rebondit sur ce que dit Xavier. Le cours est résumé dans faire un factuel à partir d'une dépêche AFP ou faire un petit rebond sur un truc. Et or, le cours, c'est l'essence du journalisme. Le cours, c'est-à-dire donner une... Pardon, vous allez me trouver un peu monomaniaque, hein, mais je pense qu'on sauvera le journalisme et on sauvera cet appétit de journalisme des plus jeunes aussi si on réenchante le cours. C'est-à-dire que si on apprend que, non, sortir une info qui fait 9 lignes, qu'on a pu vérifier en 8 minutes parce qu'on avait les 2 bonnes sources, c'est aussi passionnant que de faire un récit qui dure 6 mois. Alors tout le monde n'aura pas les mêmes envies, les mêmes appétences, mais je pense que ça, c'est un enjeu majeur. Et donc dans les écoles de journalisme, il faut qu'on réenchante ça. Il faut qu'on réenchante la possibilité de donner une info de manière courte. Et pour répondre là aussi sur la dernière remarque, ce qu'on voit dans les rédacs, ce côté abattage d'infos, etc., oui, il existe beaucoup. Les modèles économiques sont parfois malheureusement ainsi faits que il faut en passer par là. Et surtout, ce qui a changé dans les rédacs, moi je trouve, c'est que avant on mettait 10 personnes pour faire ça. J'ai l'impression que maintenant on va plutôt en mettre 5 et que les 5 autres, on va leur laisser vraiment le temps de creuser les sujets. Vous le voyez avec la multiplication des séries dans beaucoup de médias, y compris de médias de presse écrite. C'est-à-dire que je dis pas que tout est gagné, mais je pense qu'il y a quand même une forme de prise de conscience qui fait que là où avant il y avait 10 personnes qui bâtonnaient de la dépêche et qui faisaient du flux, maintenant il n'y en a plus que 5. Et pendant ce temps-là, j'allais dire qu'il y en a 5 autres qui produisent vraiment de l'info ou du contenu à forte valeur ajoutée. La question après, c'est des questions de ressources humaines, c'est comment on fait pour qu'il y ait potentiellement que ça tourne. Après, tout le monde n'a pas les mêmes compétences pour tout faire. Il faut aussi se dire les choses clairement. Il y a des gens qui sont très bons pour faire de la reprise d'infos, de la curation, de l'info factuelle, et qui sont beaucoup moins doués pour faire de l'info long format. Donc c'est pas simple, mais je crois que ça bouge un tout petit peu. Et l'appétence pour le métier, pour le coup, elle est pas, elle change pas. C'est-à-dire qu'on a toujours beaucoup de candidats aux entrées des écoles de journalisme, en fait. Et donc, effectivement, il y a des questions qui se posent pour la profession. Mais en tout cas, au départ, l'intérêt des jeunes pour ce métier, il est identique, en fait, avec tous les écueils qu'on vient de voir, avec toutes ces transformations. C'est quand même toujours le cas. Vous vouliez intervenir ? Oui, d'ailleurs, c'est assez fou qu'il y ait beaucoup de gens qui s'intéressent encore au métier de journaliste, parce que quand on va dans les salons de master, la première chose qu'on nous dit, c'est « mais vous ne serez pas payé, vous savez ». Bon, je peux m'inscrire quand même. Donc c'est assez rigolo à voir. C'est pas complètement juste. Les journalistes reçoivent des salaires pas toujours à la hauteur de leur travail, mais bon. J'espère que c'est pas complètement juste, parce que sinon. Mais qui vous décourage comme ça Non, mais c'est une comment dire, c'est une impression que, moi en tout cas, j'ai beaucoup eu en allant parler à des journalistes qui présentaient ou à des professeurs qui présentaient les masters et qui disaient alors c'est un métier super, mais vous allez galérer. Bon. Et pour revenir sur les effets structurels, donc moi pour le moment je travaille à Reporters d'Espoir, donc on fait du journalisme de solution, en tout cas on essaie de le promouvoir auprès des rédactions, et c'est en général quand on pitch le journalisme de solution, tout le monde dit mais c'est super, c'est vraiment cool, parler des solutions en plus des problèmes, ça permet d'aller en profondeur, etc. Et après, quand on essaie de mettre en place, ça prend du temps, ça prend des gens qui vont sur le terrain, qui vont demander aux acteurs des solutions, et donc la réponse c'est mais en fait on n'a pas les ressources. Donc il y a alors, dans les rédactions, vous voulez dire ? Oui. Pas partout. Il y a plein de journaux qui mettent en place des séries solutions, des rubriques solutions, etc. Mais c'est quand même une réponse qu'on a assez souvent. C'est intéressant, mais avec le modèle économique qu'on a, ça ne peut pas passer. Ou alors il faut un changement structurel énorme au niveau de toute la rédaction, du marketing. Voilà. Donc il y a quand même parfois une espèce d'inertie, peut-être, dans les rédactions qui du coup, bloque un peu certains changements ou certaines nouveautés dans le milieu, je trouve. Pourtant, c'est un élément dans tous les sondages, effectivement, de lectorat, d'auditeurs, etc. Le fait d'avoir toutes ces informations anxiogènes sur des phénomènes qui nous dépassent, mais alors vraiment allègrement, et de jamais avoir cet élément qui fait qu'on pourrait, à son niveau, éventuellement faire quelque chose ou penser faire quelque chose, ça ajoute beaucoup de l'anxiété et c'est aussi un des éléments de désintérêt pour l'information. C'est-à-dire qu'après, on est
un peu paralysé devant l'étendue des catastrophes et comme on n'a pas le sentiment qu'on puisse y faire quelque chose, voilà, donc je pense que c'est effectivement ça aussi une voie un peu d'espoir, quoi, si ça peut être intégré dans les projets éditoriaux. Oui. Juste sur cette anxiété, cette désaffection du public, je crois qu'elle passe aussi parce que les gens ne nous connaissent pas vraiment. C'est-à-dire que les gens, ils ont deux modèles de journalistes. Ils ont Marcel, le correspondant local, qui, comme vous le savez, n'est pas statutairement journaliste, mais heureusement qu'il est là, parce qu'il fait quand même remonter beaucoup de choses, et donc un petit clin d'œil à tous les correspondants locaux. Mais en tout cas, pour plein de gens, c'est lui le journaliste. Il n'en a pas toutes les qualités, ou au contraire, c'est le journaliste qu'on va entendre ou voir à la télévision, parfois ad nauseam, et donc qui va incarner une autre forme de journaliste. Et toute la tranche du milieu, qui représente à mon avis environ 95% de la profession, on les connaît pas. Alors oui, on connaît Florence Aubenas et les lecteurs l'ont identifié. Et d'ailleurs, vous voyez le temps qu'elle passe sur le terrain avant d'écrire la moindre ligne. Et sans avoir comment dirais-je, les moyens que le monde donne à Florence Aubenas, à savoir du temps long, etc. Ça, au quotidien, on a tous moyen, qu'on soit en presse régionale ou en presse nationale, d'aller incarner ce métier. Et je le redis, là aussi je me répète, mais incarner ce métier, ça veut dire... échanger avec les gens, ça veut pas dire je vais pas revenir sur la vieille image du bistrot parce que là je vais passer pour un vieux con, etc. C'est là qu'on allait chercher les infos, etc. Mais ça passe au moins par la parole. Et donc voilà, intéressons-nous aux gens, c'est la meilleure façon qu'ils s'intéressent à nous. Oui. Dans le micro, comme ça vous serez enregistré pour l'éternité. Je sais pas si c'est une bonne idée. Non, juste un petit point pour revenir sur ce que vous avez dit, parce que je m'y retrouve complètement. Et un ajout que j'aimerais donner, c'est peut-être aussi communiquer un peu plus sur les différents métiers au sein du journalisme, parce qu'une chose dont je me rends assez compte, et d'autant plus maintenant que je suis dans les écoles et qu'on étudie les différents métiers dans le journalisme, c'est que le journalisme, un journaliste, c'est pas monolithique comme profession. Il y a plein de sous-métiers, mais là c'est pas dénigrant quand j'utilise ce terme évidemment, mais il y a plein de catégories au sein du journalisme et de sous-catégories. Et en fait, pour la majorité de la population, et je m'inclus dans ce cas, c'est parce que c'était le cas il y a encore quelques années, on parle des journalistes comme étant un groupe et ils sont tous pareils, ils font tous la même chose. Et celui qu'on voit à la télé, c'est le même que celui qui est derrière la caméra, dont on n'a aucune idée qu'il est là, et qu'au final, on ne connaît pas la différence entre un JRI, on ne sait même pas que le terme existe. Donc je pense que ça pourrait aussi être intéressant de donner un peu ces clés de connaissance à la population pour qu'on sache qu'un JRI, c'est un journaliste au même titre qu'un rédacteur, mais il ne fait pas du tout le même travail. Ça, c'est un peu les ambitions de l'éducation aux médias, quoi. Et ça fait partie. C'est un autre grand défi pour la profession. Oui. Merci. Oui, je voulais juste réagir. Donc, je m'appelle Claire Tomasella. Je suis co-responsable du master journalisme à l'EJCAM. Et ce que vous dites, Cyril Petit, ça me parle beaucoup en fait. Cette année, j'ai eu à organiser, donc je suis là depuis une année, à organiser un cours sur recherche et vérification de l'information. Et donc j'ai essayé de penser des thèmes qui pouvaient aussi intéresser les étudiants. J'ai l'impression que des thèmes sur l'écologie, sur les inégalités, c'est des choses qui vous intéressent. Et ce que j'ai vraiment cherché à faire, c'est remettre en fait les journalistes sur le terrain et leur laisser du temps. Vous parliez du court, mais je me suis dit le long, ça les intéresse. Et en fait, ce que j'ai observé, donc il y en a qui ont travaillé sur alors, j'ai pas encore corrigé les papiers, ils vont me les rendre bientôt. Il y en a qui ont travaillé sur la psychiatrie et les SDF. C'était très divers, ils pouvaient angler leurs papiers comme ils voulaient. L'idée, c'était vraiment d'aller traîner ses basques quelque part et de parler en effet avec les gens. Et je me rends compte que c'est quelque chose de très, très, très difficile pour eux. Donc moi, je ne suis pas dans le journalisme, je suis plutôt dans la sociologie, dans la recherche. Donc j'essayais de leur apporter aussi des outils un peu d'ordre sociologique, parce que je pense qu'il y a des choses au niveau de l'enquête,
au niveau du rapport au terrain, du recueil de la parole, qui peuvent être utiles. Mais oui, enfin, j'aimerais bien que vous parliez aussi de ça, parce que même en vous écoutant, même en essayant de mettre en place des dispositifs de cours qui peuvent vous intéresser, bon, je ne dis pas qu'il y en a qui ont très bien fait, mais je me suis quand même rendu compte qu'une grande partie attendait déjà le dernier moment pour construire son papier, alors que j'attendais vraiment un travail de terrain, de recueil d'informations sur le long temps. Et avait vraiment de la difficulté justement à pas aller chercher de l'info sur Internet et juste à rester à un endroit et de parler avec des gens, aller rechercher peut-être des données chiffrées, enfin voilà, croiser différentes sources. Donc voilà, je ne sais pas si vous pouvez réagir par rapport à ça. Moi, je peux réagir par rapport à ce que vous venez de dire aussi. C'est que, en vrai, je trouve que je veux pas être aussi pessimiste que tout ce qui a été dit là, et justement je veux un peu défendre aussi les étudiants en école de journalisme, on va dire. C'est que par exemple, je vais prendre un exemple assez concret du coup qui s'est passé à l'ESJ. Par exemple, du coup, on a dû faire un magazine de A à Z qui s'appelle Latitude, et cette année, le thème, c'était le charbon. Bah, en vrai, c'est pas très vendeur le charbon. Je pense que Corinne peut en témoigner. Au début, nos têtes étaient un peu en mode qu'est-ce que c'est? Et au final, bah, en fait, on a fait du terrain. Même pas interrogatif, hein, je voyais plutôt du négatif, moi. C'est vrai, c'était plutôt du négatif. Ouais. Et en vrai, on s'est intéressé, on a fait du terrain, on est allé voir des gens, et on n'est pas allé voir que des scientifiques, des politiques, des économistes. On est allé voir des vrais gens, des mineurs, des anciens mineurs, des gens qui sont, comme des gens qu'on croise tous les jours. Hein. Et ben là, en vrai, et je pense que Corinne pourra le confirmer, même Cyril, je pense que le rendu est super, parce qu'au final, c'est pas du tout quelque chose de... On a fait 3 appels, on n'est pas du tout... Enfin, je veux dire, il y a des gens qui sont allés en Pologne, en Bosnie, qui sont allés aussi en France, dans le Nord-Pas-de-Calais. On est allé voir des gens, on est allé voir des situations compliquées ou aussi heureuses, parce qu'on a aussi défendu des sujets, justement, où il y a des bonnes nouvelles. Hein. C'est pas que des mauvaises nouvelles à propos du charbon, notamment au niveau de l'écologie, on en sort, etc. Et en vrai, il y a quelque chose. Et je veux dire, nous, il n'y a pas eu cet effet que vous dites, que vous semblez dire, de... les étudiants, ils n'ont pas fait grand-chose. Enfin, ils ne sont pas allés sur le terrain, on va dire, oui, plutôt. Alors, là, j'ai généralisé. Hein, bien sûr, caricaturer, c'est pas forcément... Non, mais bien sûr. Mais en vrai, j'ai l'impression quand même que, effectivement, peut-être que quand on arrive dans l'école, peut-être c'est un peu plus compliqué. Et en fait, au fur et à mesure du cursus, on se transforme et on va sur le terrain, on fait des choses. On a fait aussi une enquête, une session enquête de à peu près 1 mois, on va dire. Les gens sont allés sur le terrain, on est allé voir sur les situations confrontées, on est allé voir le contradictoire. Je veux dire, on essaye au maximum d'aller sur le terrain, et je serais pas aussi pessimiste de dire qu'il y a aussi... c'est vrai que, par exemple, pour les appels, c'est vrai qu'il y a des craintes. C'est vrai que les gens ont un peu du mal à appeler. C'est vrai, ça c'est réel. Pourquoi ? Parce que je pense qu'il y a aussi une légitimité de statut, c'est-à-dire que quand on est étudiant, on se sent encore étudiant. Et je veux dire, c'est un peu compliqué de sortir aussi de cette case, de dire on est étudiant en journalisme, et c'est vrai que quand on appelle des gens, je veux dire, un peu connus ou des choses comme ça, c'est vrai que c'est un peu compliqué de dire bonjour, on est étudiant en journalisme, c'est un peu désolé de vous déranger. Et c'est réel, hein. Et il y en a certains qui nous le font sentir qu'on les dérange d'ailleurs. Du coup, en vrai, en soi, il y a ça. Mais je trouve qu'au fur et à mesure de l'année, et je pense que Cyril ou Corinne peut en témoigner, on sort vraiment, on va sur le terrain et on essaie de rendre quelque chose qui correspond à la réalité qui nous entoure. Et je veux dire, c'est pas... je veux dire, il faut pas non plus caricaturer tout ça. On va sur le terrain et on fait des choses réelles aussi. Ouais, et peut-être il y a une... moi, encore une fois, sans dire que c'était mieux avant, etc. Mais je pense que quand les journalistes allaient beaucoup plus sur le terrain, pour toutes les raisons qu'on sait, d'effectifs dans les rédactions, il y avait moins les nouvelles technologies qu'aujourd'hui, j'ai le sentiment que cette relation humaine, parce que c'était une relation humaine beaucoup plus peut-être que dans certains postes aujourd'hui où c'est moins le cas, je pense que cette relation humaine, elle nourrissait en fait, et peut-être qu'elle l'atténuait les difficultés du métier, en fait, c'est-à-dire un métier hyper chronophage, des horaires, une énorme pression, etc. Le fait d'être en relation tous les jours quand on était reporter avec des gens qui faisaient des choses, qui nous racontaient des choses, c'était quelque chose qui nourrissait aussi la personne qui est journaliste, c'est-à-dire qui n'est pas qu'un professionnel, qui est aussi une personne humaine, etc. J'ai l'impression que ça, c'est aussi un élément qui est important, et peut-être que c'est notre rôle, nous, dans les écoles, effectivement, de multiplier les exercices, comme tu viens de le dire, c'est-à-dire aller sur le terrain, aller voir réellement les choses. Ça nourrit aussi, quoi. Aussi le rapport à l'actualité, justement, le concours, on est dans un concours, et après, c'est autre chose, en fait, qui doit se mettre en place. C'est vraiment, vous en avez parlé, une passion, un intérêt pour le monde social.
tu voulais intervenir? Moi, c'était juste pour rajouter un petit peu, mais c'est ce qui a été dit, c'est les écoles, elles ont aussi ce rôle de redonner le goût du terrain et montrer aux étudiants que ça marche en fait quand on y va. Moi, personnellement, avant d'arriver à l'école, je pensais pas que j'allais aussi facilement aller à certains endroits, aussi facilement recueillir certains témoignages. Et quand on fait du terrain, donc moi je suis à l'ESJ avec Dario, et c'est vrai qu'on en fait pas mal, notamment les collectes d'informations. On nous oblige à aller chercher de l'info sans aboutir à un article, mais juste aller sur le terrain et s'imprégner. Et nous, on était hyper étonnés parce qu'on arrivait, on était un groupe de 4, on a débarqué dans les rues et on s'est rendu compte que quand on toque aux portes, quand on va dans les magasins, dans les commerces, les gens nous parlent. Alors des fois non, pas à 100%, mais et je pense que, parce qu'on parle souvent de défiance du public envers les médias, mais je trouve qu'il y a des fois aussi un peu une sorte de petite défiance. On se dit, si on va sur le terrain, peut-être qu'on va pas me répondre. Et en fait, le rôle des écoles, c'est de montrer que si on y va, si on a une bonne posture, qu'on est respectueux, qu'on y va avec pas de mauvaises intentions et qu'on pose des bonnes questions, qu'on s'intéresse vraiment aux gens, globalement, ça se passe bien. Et ça, j'ai l'impression que quand on n'en fait pas l'expérience, on se rend pas compte à quel point ça peut être... Enfin, cette magie, elle est vraiment là, la magie du terrain, on la ressent. Et je pense que le rôle des écoles, justement, ça peut passer par ça, au-delà de dispositifs mis en place et tout, juste envoyer les étudiants sur le terrain et pas forcément écrire des articles, mais juste en parler après, faire des retours d'expérience et se rendre compte à quel point ça marche bien et il faut y aller, quoi. Ouais, juste un point du coup pour aussi répondre à votre question. Je pense que le fait qu'il y ait, à mon sens, parce que je l'ai ressenti beaucoup moins maintenant qu'il y a eu cette expérience du terrain, pareil à l'IFP où on nous envoie et on met les mains dans le cambouis et on se rend compte que finalement les gens nous répondent et sont pas si renfermés que ça, d'autant plus que des fois certains ont même plus d'appétence à parler à des étudiants qu'à des journalistes institués. Mais c'est aussi le fait que on est encore des étudiants quand on arrive en master et on est encore dans une logique universitaire et c'est la première fois que on va être mis face à de la pratique et en plus une pratique qui n'a rien à voir avec les domaines qu'on a pu étudier jusqu'à maintenant, où il faut déconstruire pas mal de choses, ne serait-ce que par l'écriture, où il faut jeter limite à la poubelle tout ce qu'on a appris depuis le CP et réapprendre à écrire court et d'une manière différente. Donc je pense que il y a aussi ce déconstruire et se construire à nouveau une nouvelle manière d'appréhender le monde et moins étudiante et plus pratique et journalistique. Ok, comme il y avait une autre... oui. Et... Non oui, mais bon, au final, le sujet a dévié, donc je ne vais pas revenir dessus. Ok. De toute façon, l'heure tourne et on va devoir en rester là. Mais bon, si quelqu'un a encore une intervention à faire, on n'est pas non plus à 2 minutes. Sinon, je vous remercie à tous pour vos témoignages et puis toutes les pistes de réflexion qui sont ressorties de ce débat. Ça nous amènera tous à réfléchir sur ce sujet de l'actualité qui est beaucoup plus large finalement que simplement le sujet de l'actualité. Merci. Merci.